Bienvenue à tous à cette session d'initiation à l'intelligence artificielle générative. Elle s'inscrit dans le cadre du programme numérique Interinstitut Technique Agricole qui est porté par l'ACTA. Rapidement, l'ACTA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tête de réseau des instituts techniques agricoles. Donc, il y en a 19 répartis en métropole et dans les DROM. Et c'est environ 2000 collaborateurs et collaboratrices. Donc l'ACTA, c'est une association de loi 1901 qui pilote et valorise la recherche appliquée, donc qui est à l'interface entre la recherche fondamentale et le déploiement des solutions agricoles et technologiques. Du coup, l'ACTA fait le lien entre tous les instituts de recherche, type INRAE, CIRAD, etc., les politiques publiques, le développement et aussi l'enseignement et la formation. Rapidement, quelques missions des instituts techniques agricoles, donc elles peuvent être classées en 4 volets. Donc il y a tout ce qui est veille scientifique, donc en lien avec la recherche fondamentale, l'évaluation des solutions et même aussi le développement et le déploiement de solutions, donc agronomiques mais aussi digitales. L'intégration de ces innovations dans les systèmes de production ou les différents acteurs agricoles. Et l'ACTA est aussi organisme de formation, donc soit des instituts techniques, soit de conseillers d'agriculteurs. Donc pour une petite présentation, enfin on va se présenter chacun notre tour. Je vais commencer avant de laisser la main. Claire Ortega, je suis ingénieure agrotique, donc je suis ingénieure agronome avec une spécialisation numérique pour l'agriculture. J'interviens à l'ACTA dans le pôle protection intégrée des cultures, donc sur tous les projets où on parle de santé du végétal et d'épidémiosurveillance. Et à chaque fois où il y a un lien avec une technologie numérique ou voilà, tout ce qui peut tout être en lien avec le numérique en protection intégrée des cultures. Et je laisse la main à François si tu veux te présenter. Merci Manon. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Manon Longuixé. Donc comme Claire, j'ai une spécialité agrotique, donc agronomie et sciences et technologies du numérique. Et donc je travaille au sein du pôle agriculture numérique et sciences des données, qui est chapeauté par François. Et donc pour mes missions, j'interagis principalement dans des cercles d'acteurs qui va mêler à la fois des personnes de la recherche, du développement et des instituts techniques pour réfléchir à la place du numérique en agriculture, questionner aussi sa place et voir comment on peut le déployer dans les différentes filières. Et je suis animatrice de ce qu'on appelle un RMT, donc un réseau mixte technologique qui s'appelle Nexus. Voilà. Je laisse François se présenter. Ouais. Merci à toutes les deux déjà. Donc François Brun, donc je suis responsable du pôle agriculture numérique et sciences des données. J'anime aussi un réseau mixte technologique là, autour de la modélisation et la science des données pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Moi, j'ai plutôt une expertise sur la partie modélisation, science des données, et donc l'IA fait partie de cette partie science des données. Mais aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur la partie IA générative, voilà, intelligence artificielle générative. On va mettre de côté le reste, la prédiction à partir d'images, des choses comme ça. Voilà, je vous laisse la main, du coup, toutes les deux. Oui, merci. Donc, rapidement, pour vous rappeler les objectifs de cette session, donc l'idée, c'est vraiment de vous initier à l'intelligence artificielle générative. Donc déjà, en définissant les concepts clés autour de cette technologie et en vous présentant aussi des exemples d'applications. L'idée, c'est aussi que vous compreniez les grands principes de fonctionnement derrière cette technologie pour être capable de mieux identifier les risques et les limites de cette intelligence artificielle. Et à la fin, on prendra le temps pour un peu vous expliquer des bonnes pratiques pour interagir avec ces outils, notamment ce qu'on appelle le prompt. Donc, ça va être toutes les commandes qu'on fait auprès de ces outils. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques bonnes pratiques. À la fin de chaque session de présentation, on a prévu des temps d'échange. Donc, le plus possible, essayez de ne pas trop nous couper pendant la présentation. Et sinon, utilisez le chat si vous avez des questions au fil de nos présentations et on pourra revenir dessus par la suite. Donc, sans plus attendre, on va commencer la première partie qui va s'intéresser aux principes de fonctionnement de ces intelligences artificielles. Donc déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est une première question qu'on peut se poser. Donc l'intelligence artificielle, c'est un terme assez générique
qui va désigner la capacité des machines à effectuer des tâches qui autrefois étaient plutôt associées à l'intelligence humaine. Et donc ces tâches, ça peut renvoyer à la fois de l'apprentissage, du raisonnement, et ça peut aller jusqu'à la prise de décision. Donc on voit que derrière, on a une diversité d'applications possibles. L'intelligence artificielle, ça renvoie aussi au domaine de recherche qui permet de développer de telles machines. Et donc c'est un champ de recherche qui est assez large. Donc en effet, l'intelligence artificielle, c'est un peu un mot valise dans lequel on va retrouver différents concepts, différents types d'intelligence artificielle. Dans un premier temps, on peut avoir ce qu'on appelle le machine learning, ou en français apprentissage automatique. Et donc, c'est des techniques, des algorithmes qui sont entraînés à reconnaître des motifs récurrents dans une base d'apprentissage qui va permettre ensuite, sur un nouveau jeu de données, d'identifier par exemple un type de données ou autre. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Et donc là, la spécificité de ce domaine, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, c'est un peu une architecture de modèle, un type d'algorithme qui va permettre de modéliser des relations complexes dans les données et donc d'aller vers des tâches aussi plus complexes que ce qu'on peut faire avec le machine learning. Et donc historiquement, ces deux sous-domaines, le machine learning et le deep learning, étaient liés à ce qu'on appelle des IA de prédiction. Donc c'est des intelligences artificielles qui, à partir d'un grand nombre de données, étaient capables de prédire à partir d'une nouvelle donnée quelque chose. Donc typiquement sur de la reconnaissance d'images, être capable de reconnaître une adventice ou autre. Et donc là, depuis déjà quelques années, on entend de plus en plus parler d'un nouveau type d'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générative, qu'on appelle aussi IAG. Et donc, cette intelligence artificielle générative, elle se distingue parce qu'elle va être capable de créer du nouveau contenu. Donc, ça renvoie vraiment aux intelligences artificielles qui vont être capables de générer du contenu. Et quand on parle de contenu, ça peut être à la fois du texte, donc c'est généralement les cas d'usage qu'on voit le plus fréquemment, mais ça peut aussi être des images, du son, de la vidéo, et voilà, beaucoup de contenus différents. Et donc cette intelligence artificielle générative, on peut se demander pourquoi on en entend autant parler depuis ces dernières années, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est quand même un domaine de recherche qui est assez vieux. Ça a été conceptualisé dans les années 1958, donc c'est pas tout jeune. Donc l'intelligence artificielle générative, ça marque vraiment ce qu'on appelle une révolution des usages, parce qu'on va être capable de l'appliquer à un grand nombre de secteurs. Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a eu une adoption très rapide de ces outils. Sur le graphique, je ne sais pas si c'est trop petit, mais ChatGPT, il a fallu seulement 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc c'est une dynamique qui est quand même assez importante quand on voit en comparaison avec d'autres applications comme Uber, où il a fallu 5 ans et 10 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un effet intelligence artificielle générative, un effet ChatGPT, et qu'il y a une adoption massive de cette technologie dans notre société. Et donc, comme je l'ai dit, cette intelligence artificielle générative, elle marque une certaine révolution des usages parce que derrière, on va avoir plusieurs secteurs qui peuvent être impactés par cette technologie en raison de la diversité des contenus qui peuvent être générés. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter sur la diapositive. On voit qu'on peut avoir des outils qui vont être spécialisés dans la génération de textes, comme ChatGPT, Gemini, le chat. Et donc ces outils vont pouvoir être utilisés pour aider à la rédaction, automatiser des tâches de rédaction, aider à rédiger des mails ou autres. Donc vraiment une approche plutôt textuelle. On va ensuite avoir des outils qui vont être spécialisés dans la génération de l'image et donc pouvoir aider les contenus créatifs, les métiers du graphisme, même du marketing. On va aussi avoir des outils spécialisés dans la vidéo. Donc encore une fois, ça va toucher tout ce qui est plutôt métier créatif et du marketing. On va aussi avoir des contenus audio, avec notamment le doublage qui va être impacté par ce type de technologie. Donc ça a fait quand même pas mal parler au début parce que ça posait des questions aussi sur le remplacement de certains corps de métier.
Un autre type de contenu qui peut être généré, c'est le code informatique. Donc là, c'est tout ce qui va être le développement d'applications ou autres. Donc vraiment le code informatique qui est très impacté par l'intelligence artificielle générative. Et enfin, dans la catégorie autre, j'ai mis des cas d'application plus spécifiques, avec notamment un outil qui s'appelle AlphaFold, qui a fait pas mal de bruit puisqu'il a permis d'accélérer, entre autres, la recherche biologique, parce que c'est un outil qui va permettre de modéliser assez rapidement le repliement des protéines, et donc qui a permis de faire des avancées assez rapides dans ce secteur. Donc, un peu ce panorama pour vous montrer que l'intelligence artificielle générative, ça touche beaucoup de secteurs et on a vraiment une diversité des applications qui sont possibles. L'intelligence artificielle générative connaît aussi des évolutions qui sont assez rapides. Donc, on le voit déjà dans l'actualité, on a toujours des nouveaux modèles qui sortent, des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une dynamique autour de cette technologie. Donc, j'ai essayé de faire une rapide frise d'évolution pour que vous ayez un peu des grandes dates en tête. Donc, entre 2018 et 2020, cette période, ça marque le développement et l'amélioration des modèles qui sont derrière les outils actuels. Donc, ces modèles, c'est des modèles qui vont traiter ce qu'on appelle le langage naturel, donc le langage parlé. Et ce type de modèles sont appelés LLM. Donc, LLM, c'est pour Large Language Model, ou en français, grand modèle de langage. Et donc, la plupart des outils actuels s'appuient sur ce type de modèle algorithmique. En 2022, ça marque vraiment l'ouverture de la technologie au grand public, puisque c'est à cette date que les interfaces conversationnelles comme ChatGPT ont été ouvertes et où plusieurs utilisateurs ont pu commencer à utiliser cette nouvelle technologie. Entre 2023 et 2024, on a commencé à apercevoir des personnalisations de l'intelligence artificielle. Et donc cette personnalisation, ça permet en fait à ces outils de garder en mémoire certains échanges avec les utilisateurs pour essayer d'adapter les réponses au profil d'utilisateur. Et on a aussi des méthodes spécifiques qui se mettent en place pour essayer toujours de spécifier des outils existants à nos besoins, avec notamment la popularisation des méthodes RAG. Et donc, les méthodes RAG, en fait, ça permet d'ajouter une base documentaire propre aux outils pour essayer comme ça de spécialiser un peu les modèles. Entre 2024 et 2025, on va avoir une nouvelle fonctionnalité, une nouveauté qui va permettre de diversifier encore une fois les usages avec ce qu'on appelle le protocole MCP, qui a été développé par Anthropic. Donc, c'est une entreprise qui a développé aussi un outil d'IAG. Et donc, ce MCP, en fait, ça permet de faire communiquer plus facilement un modèle d'intelligence artificielle avec d'autres modèles, mais aussi d'autres applications. Et en fait, ça va permettre d'automatiser certaines tâches beaucoup plus facilement et d'aller d'une IA qui se contentait de donner une réponse à une IA qui va aller jusqu'à l'action. Donc typiquement, avec ce protocole, on peut être capable plus facilement de le lier à notre boîte mail et d'automatiser des réponses automatiques à la réception d'un mail. Et on peut se questionner sur et après, quelles sont les évolutions possibles de ces technologies. Et donc, de plus en plus, on entend parler d'intelligence artificielle auto-évolutive. Et donc, c'est une projection où ces outils seraient capables finalement d'adapter les paramètres de leur modèle selon l'environnement et d'aller du coup de plus en plus vers des outils qui sont autonomes et qui peuvent être de plus en plus pertinents dans leurs réponses en fonction des modifications de leur environnement. Donc voilà pour un peu un panorama des évolutions. Et maintenant, j'ai essayé de vous expliquer le fonctionnement derrière ces outils, sans rentrer trop dans le détail, mais pour avoir un peu les grandes étapes essentielles quand on développe ce type d'intelligence. Donc, la première étape, c'est l'étape d'entraînement, donc qui est commune à toutes les intelligences artificielles, qu'elles soient génératives, machine learning, deep learning. On a toujours une phase d'entraînement. Et donc, cette phase d'entraînement, elle s'appuie sur un corpus de données qui doit être assez conséquent. Et donc, dans le cadre de l'intelligence artificielle générative,
ces données d'entraînement, ça va être des bases textuelles qu'on retrouve sur Internet. Et donc, la phase d'entraînement va permettre au modèle d'optimiser ses paramètres, donc de vraiment définir les paramètres du modèle en fonction des différents entraînements. Et dans le cadre de l'IA générative, un des entraînements principaux, c'est de s'entraîner à prédire le mot suivant, donc de partir d'un corpus de texte et d'essayer de compléter la phrase. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette étape, cette étape d'entraînement, elle est très coûteuse en énergie, en ressources, en temps de calcul. Et donc, généralement, quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, de l'impact énergétique et environnemental, cette étape d'entraînement pèse pour beaucoup. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de cet entraînement, je vais vous détailler 3 grandes étapes. La première étape, c'est la constitution de la base de données pour s'entraîner. Comme je l'ai dit, on va avoir des données qui sont très massives. Il faut aussi qu'elles soient assez diversifiées pour pouvoir couvrir plusieurs domaines et avoir aussi, essayer de limiter les biais qui peuvent être présents dans ces textes. Donc, on va retrouver des sources de données comme Wikipédia, des corpus de textes et de livres qui ont été numérisés. On va aussi s'appuyer sur des réseaux sociaux type Reddit, donc des blogs, pour essayer aussi de comprendre les interactions humaines. Donc, voilà. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle du common crawl, donc c'est finalement naviguer parmi les pages web sur Internet. Donc une fois qu'on a collecté et préparé ces données, on va avoir une étape qui est assez importante qu'on appelle la tokenisation. Donc la tokenisation, en fait, ça veut dire segmentation. L'objectif, c'est à partir d'un texte d'obtenir des unités plus petites qu'on appelle des tokens et ensuite de les convertir en identifiants numériques pour les rendre interprétables et manipulables par les modèles. Et donc là, dans mon exemple, on a une phrase, testons la tokenisation d'OpenAI. Donc chaque couleur, chaque bloc de couleur va renvoyer un identifiant numérique unique qu'on va retrouver entre crochets. Donc ce qui est important de noter aussi, c'est que ces petits segments ne correspondent pas forcément à des mots entiers, ni à des caractères uniques. On va avoir un peu une dynamique où ça peut être des moitiés de mots, enfin voilà, c'est des caractères ou une suite de caractères. Et donc, une fois qu'on a eu cette étape de tokenisation, on peut aller vers la phase d'entraînement. Et comme je l'ai dit, une des stratégies, c'est la prédiction, donc s'entraîner à prédire le mot suivant. Et donc, le modèle va prendre une phrase. Donc là, dans mon exemple, c'est la souris se fait manger par un. Et le modèle va essayer de deviner la suite par un jeu de corrélation qui est retrouvé dans sa base textuelle. Et donc là, dans mon exemple, le premier mot qui a le plus de probabilité d'apparaître, c'est chat, avec 46%. Ensuite, on retrouve serpent, renard, rapace, hibou. Et donc, ça permet en fait à l'outil de s'entraîner à compléter des phrases avec une logique apprise dans les textes de sa base d'entraînement. Donc voilà pour l'entraînement. Une fois qu'on a notre modèle qui a été entraîné, on va entrer dans ce qu'on appelle l'inférence. Donc l'inférence, ça renvoie en fait vraiment à l'utilisation du modèle. Une fois que notre modèle a été entraîné sur une base d'entraînement, on va pouvoir appliquer le modèle à des nouvelles données. Et finalement, dans le contexte des IA génératives et des agents conversationnels, ça renvoie à l'utilisation des outils par un utilisateur. Et donc, la dynamique habituelle, c'est un utilisateur qui va rentrer une commande, ce qu'on appelle un prompt, sur l'outil. Donc, ça peut être une question, enfin voilà, il va rentrer un texte sur l'outil. Ce texte utilisateur va être traité par le modèle qui a été pré-entraîné sur la base documentaire d'entraînement. Et ce modèle, à partir de son entraînement, va être capable de générer une sortie qui répond le plus probablement à la demande utilisateur. Donc, il faut bien comprendre qu'on est sur une logique de corrélation et d'approche un peu probabiliste sur cette sortie. Et on a plusieurs étapes qui vont déterminer la qualité de cette sortie. Déjà, on va avoir la qualité de la demande. Donc, Claire y reviendra après, mais si on fait une demande qui est pas très qualitative, on obtiendra une sortie qui est pareil, pas qualitative. On va aussi avoir la qualité du modèle qui va impacter sur la qualité de la sortie, sur est-ce que l'apprentissage a été fait sur une base de données assez diversifiée, assez spécifique.
Donc voilà, c'est 2 étapes qui vont quand même impacter, grandement la sortie. Et donc une fois qu'on a eu notre entraînement et notre inférence, on va avoir une 3e étape qui est, tout aussi importante, qui est, l'amélioration des modèles. Donc déjà sur les outils, qu'on utilise en ligne, type, le chat ou ChatGPT, on a toujours des processus d'amélioration et c'est pour ça qu'on a, des mises à jour de modèles assez fréquemment pour, s'auto-améliorer et réduire, les hallucinations, les biais et essayer d'optimiser les réponses. Mais on va aussi avoir, des processus d'amélioration qui peuvent être mis en place dans, des entreprises ou dans des secteurs d'activité spécifiques pour essayer de partir, d'un modèle existant et de l'adapter à notre besoin et à notre demande finalement, utilisateur. Et donc pour faire cette amélioration, on a plusieurs stratégies. Donc là, je vais vous en citer 3, mais il en existe plus. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée des approches qui peuvent exister. Une première approche, ça peut être, d'ajuster les paramètres du modèle existant. Donc c'est possible, sur certains outils avec certaines licences de directement dans la plateforme essayer, par exemple d'augmenter la créativité du modèle pour, par exemple dans mon exemple de la souris, qui ne ressorte pas le chat qui était la probabilité la plus haute, mais qui me ressorte, un animal qui avait une probabilité plus basse d'apparaître et du coup ça c'est ce qu'on appelle la température. Ça permet, d'obtenir des réponses un peu plus créatives. On va ensuite avoir une autre approche, qui s'appelle le fine tuning et donc là, l'idée derrière, le fine tuning, c'est toujours de partir, d'un modèle qui a été pré-entraîné et de l'entraîner sur un corpus de texte plus spécifique et de faire un peu une approche, d'apprentissage par transfert. Ce qui va permettre, de partir d'un modèle assez généraliste et essayer de le spécialiser sur un sous-domaine d'intérêt. Et dernier exemple d'amélioration, c'est ce qu'on appelle le renforcement. Donc le renforcement, c'est un peu l'approche, d'essai-erreur. L'idée, c'est de partir, de notre modèle et de noter, la sortie qui a été générée par le modèle, de lui donner, soit une note positive, soit une note négative et en fait, le modèle va, essayer, d'ajuster ses paramètres pour optimiser les réponses avec, la note la plus haute. Donc c'est ce qu'on appelle du, renforcement. Donc voilà pour cette 3e étape, pour, le fonctionnement des IA génératives. Donc pardon, on a vu qu'il y avait la phase d'entraînement, donc qui était vraiment, le moment où on entraîne le modèle à générer les sorties, à partir des bases de données textuelles qui doivent être, massives et diversifiées. Une fois qu'on a notre modèle qui a été entraîné, on est capable de l'utiliser sur des nouvelles données et donc de traiter une demande d'utilisateur pour générer la sortie et on est aussi capable, de mettre en place des processus d'amélioration soit pour améliorer, de façon continue les modèles, soit pour essayer de les spécialiser, à notre besoin, à notre secteur d'activité. Donc voilà, pour le fonctionnement des IA génératives et donc pour finir avec cette, partie, je voulais vous citer quelques exemples, potentiels pour le secteur agricole, qu'on retrouve, déjà. Donc j'ai cité ceux que je connais, mais il y en a sûrement plus. Donc déjà, un 1er cas d'usage, ça va être tout ce qui est, assistant agronomique. Donc c'est la même idée, que ChatGPT finalement, c'est d'avoir un chatbot, un agent conversationnel qui va être capable, de répondre à des demandes utilisateurs en lien avec l'agronomie. Donc on a déjà plusieurs entreprises qui essayent de faire, des prototypes, donc c'est toujours au stade de prototype pour l'instant, c'est des versions bêta, elles sont à améliorer, mais c'est une envie, qu'on retrouve parmi, les entreprises du secteur. On va ensuite avoir un autre cas d'usage qui est, la R&D agricole, donc notamment dans, le monde de la recherche. Il y a eu un article, sur, le design de robots où, en fait, ils expliquaient que pour, designer ce robot, ils se sont appuyés sur, une intelligence artificielle générative pour finalement exposer leurs besoins. Donc là, c'était un robot, de cueillette de tomates et cette intelligence artificielle générative a été capable de générer un premier schéma de construction de ce robot. Et donc c'est aussi, une première étape finalement à l'idéation, pour la R&D. Un autre cas d'usage, ça va être, tout ce qui est en lien avec la gestion de l'exploitation, donc des exploitations agricoles. On sait qu'il y a de nombreuses tâches, qui sont de l'ordre administratif, assez chronophages
Et donc pareil, on a de plus en plus de boîtes qui essayent d'implémenter une brique intelligence artificielle pour essayer d'assister les chefs d'exploitation sur ces tâches qui peuvent être automatisées. On va ensuite avoir la sélection variétale avec la volonté de créer des modèles spécialisés sur la gestion du code génétique. Et enfin, un autre cas d'usage que j'ai pu voir, c'est en lien avec l'élevage et la santé des animaux. Et donc, c'est tout ce qui aide au prédiagnostic. Donc, l'idée, c'est de soit via une image, via du son, via du texte, expliquer les symptômes de la bête. Et comme ça, le chatbot est capable de donner des premières aides au diagnostic et aussi d'évaluer l'urgence peut-être de l'intervention. Voilà pour cette première partie. Et on peut passer à un temps de questions et ensuite on part. Donc on va enchaîner avec Claire qui va nous présenter les risques et limites liés à ces outils. Ouais, donc on a vu un peu là comment fonctionnait l'IA et quelques exemples d'applications en agriculture. Là, cette partie, l'idée, ça va être de se concentrer un peu sur les risques et les limites. L'idée, c'est de pas parler de manière très explicite de chaque limite, mais au moins de vous donner un panel de ce qu'il peut y avoir comme limite et que potentiellement vous puissiez après les réutiliser dans votre groupe de travail pour en discuter de manière plus approfondie. La première limite, et je pense que vous êtes un peu tous posé la question, on a déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure, c'est la question autour de la confidentialité des données et la gestion des données personnelles. Aujourd'hui, en fait, on a tous accès à des agents conversationnels qui utilisent de l'IA. On est amené à donner beaucoup d'informations, que ce soit personnelles, professionnelles, des documents, des images. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui est fait de ces données? Est-ce qu'elles m'appartiennent toujours et comment elles sont traitées? Et aujourd'hui, c'est assez opaque. On ne peut pas vraiment se positionner en termes de confidentialité des données. Est-ce que vraiment, comment sont réutilisées mes données et est-ce qu'elles participent à entraîner un modèle d'IA? On n'a pas vraiment de réponse. Les entreprises sont des entreprises privées, du coup, pour l'instant, qui ne sont pas auditées pour savoir vraiment comment elles traitent les quantités de données qui atterrissent donc, dans leurs entreprises. Et puis en plus, la question aussi qui se pose, c'est que en fait, la gestion des données personnelles est fonction de l'outil que vous allez utiliser. Parce que si vous utilisez ChatGPT, vous utilisez un outil américain, donc vous êtes soumis au RGPD américain qui est peu restrictif et dont vos données peuvent être réutilisées par le gouvernement à des fins commerciales, etc. Alors que si vous utilisez une IA française ou européenne, vous êtes soumis du coup au droit européen, au RGPD européen, qui lui est beaucoup plus restrictif et beaucoup plus transparent en termes de vie privée par rapport aux données personnelles que vous envoyez. Donc là, il y a déjà un premier levier qui vous permet de choisir ou non votre outil en fonction de ce que vous voulez faire par rapport à vos données personnelles. Une deuxième limite, c'est la propriété intellectuelle des œuvres, une limite qui est assez liée à la gestion des données personnelles. Aujourd'hui, c'est un peu tout ce que je vais fournir via des prompts à des agents conversationnels à de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT par exemple. Si je lui fournis une photo, est-ce que j'ai toujours la propriété intellectuelle de cette photo? La réponse est non. En fait, sur ces outils, la plupart du temps, c'est un principe de opt-in, opt-out. En fait, c'est que si vous n'avez pas explicitement refusé que vos données soient utilisées, vos données personnelles soient réutilisées, par défaut, elles le sont. Comme quand sur tous les réseaux sociaux, vous publiez par exemple une photo sur Facebook par exemple, Meta va pouvoir se réapproprier cette image et du coup, vous n'êtes plus le propriétaire de cette image-là. Donc ça fonctionne pareil avec l'IA. Et donc ça, c'est le opt-in par opposition au opt-out, où le opt-out, c'est qu'en fait, si vous avez pas dit oui, donc si vous n'avez pas consenti, par définition, c'est non. Et là, l'exemple auquel vous êtes confronté sur Internet, c'est quand vous arrivez sur une page web et que on vous demande si vous acceptez les cookies. Donc là, c'est le principe du opt-out où on vous demande avant de collecter vos données. Donc là, vous dites oui et vous êtes pas conscient ou vous dites non et dans ce cas-là, vos données ne seront pas traitées.
Donc voilà, il y a ce premier volet de tout ce qu'on fournit, nous, tout ce qui est notre propriété et qu'on s'en sert pour alimenter pour les outils. Et après, il y a toute la question de les œuvres qui sont générées par ces outils d'IAG. Qui a la propriété d'une œuvre qui est générée par un tel outil? Et donc là, ça dépend aussi. C'est comme la confidentialité des données, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Si vous utilisez ChatGPT, vous êtes soumis à la réglementation au droit américain. Et si vous utilisez par exemple le char de Mistral, vous êtes soumis du coup à une réglementation française et du coup, la propriété intellectuelle est différente. Par exemple, en droit français, si vous créez une œuvre avec de l'IA, donc si vous avez, en fait, vous pouvez avoir des droits d'auteur sur une œuvre si vous donnez une instruction créative qui est précise et que votre œuvre elle est originale et qu'elle reflète votre personnalité. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Dans ces conditions-là, vous pouvez avoir les droits sur une œuvre qui a été générée avec un outil d'IA. Par contre, aux États-Unis, si vous créez une œuvre avec de l'IA, il n'y a que les parties pour lesquelles vous avez vraiment apporté une originalité, pour lesquelles vous pourrez avoir les droits d'auteur. Donc en fait, il y aura une copropriété entre ChatGPT, par exemple, et vous-même sur une œuvre que vous avez créée. Donc vous n'aurez pas la propriété entière sur cette œuvre-là. Voilà, donc c'est pas mal, hein, c'est assez mouvant toutes ces questions autour de la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont en procès avec ces entreprises parce que les outils, tous les modèles en fait ont utilisé certaines œuvres de certains artistes pour entraîner leurs modèles. Et du coup, en fait, c'est une violation des droits d'auteur. Sauf que comment réussir à prouver qu'un modèle s'est bien basé sur telle œuvre pour s'entraîner et générer d'autres œuvres. Voilà, donc ça c'est assez mouvant sur ces questions. Il y a pas mal d'affaires qui sont en cours, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Et vous pourrez vous documenter sur le sujet, il y a pas mal d'exemples sur Internet. Un autre risque, c'est l'utilisation détournée de ces outils, et notamment en termes de fake news et de cybersécurité. Donc ça, on le voit de plus en plus, des tentatives de phishing où vous recevez des mails, des SMS automatiques qui vous indiquent, qui vous incitent à rentrer vos données personnelles, etc. On a même aussi des tentatives de hacks qui sont faits via des visioconférences. Donc voilà, ça va encore plus loin avec de l'IA, où vous pouvez vous faire avoir alors que vous pensez être en visio avec quelqu'un, mais en fait, c'est derrière une IA, et donc vous n'avez pas un échange avec un vrai humain. Une autre limite, c'est la dépendance technologique. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. On a tous ces outils à disposition, on a envie de les utiliser. C'est aussi un gros potentiel. On n'a pas envie de passer à côté. Et du coup, on a tendance à s'en servir de plus en plus. Et du coup, déjà en termes personnels, on va un peu rentrer dans une paresse et utiliser ces outils alors qu'on pourrait prendre le temps de faire un peu une recherche plus approfondie, etc. Et après, sur des pans plus professionnels, on voit apparaître des entreprises qui forment tout leur business model sur l'intelligence artificielle. Donc, ça va être du développement de leurs solutions, du retour, tous les échanges avec les clients, etc. Donc ça pose aussi une vraie question éthique, parce que donc on a des entreprises qui sont essentiellement basées sur l'IA, et aussi des questions sur un peu la durabilité et le système. Des entreprises qui reposent donc sur ça. Une autre limite qui est liée aussi à la dépendance technologique, c'est la paresse cognitive. Voilà, où on sait qu'on a un outil qui fait un peu tout, donc on a tendance à vouloir gagner du temps toujours plus, et donc se diriger vers des outils qui nous apportent des réponses assez rapidement sans trop réfléchir. Donc voilà, et on peut se questionner aussi sur la véracité des données. Donc, est-ce qu'on prend pour argent comptant tout ce que l'IA va nous répondre ou pas? Ou est-ce qu'on va se questionner sur la véracité des données? Euh, et notamment l'impact que ça peut avoir sur les plus jeunes générations, parce que aujourd'hui, nous,
On a eu un système d'apprentissage fait sur des bases et qui a pris du temps. Et aujourd'hui, bah, les nouvelles générations, ils ont directement à disposition ces outils et donc pas forcément eu le temps bah, forger un esprit critique par rapport à ben, tous ces retours qu'on peut avoir assez rapidement, comment sont sourcées les données, est-ce qu'elles sont biaisées, etc. Donc voilà, il y a un peu des questions qui se posent aussi à ce niveau-là. Une autre limite qui est importante, on l'a abordé tout à l'heure concernant bah, l'empreinte environnementale. Voilà, donc il y a toujours plus d'IA, donc toujours plus, enfin, on va un peu dans la consommation croissante et l'empreinte carbone toujours plus élevée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'ADEME qui a sorti quelques chiffres et qui estime que donc une recherche simple via l'IA elle consomme 30 fois plus qu'une recherche faite sur un simple moteur de recherche. Et également, on a toutes les grandes entreprises, donc les GAFAM, qui ont revu à la baisse leur objectif de neutralité carbone et qui l'ont même dépassé assez largement et qui veulent donc toujours plus de data centers et toujours plus d'énergie pour avoir des modèles plus performants. Je vous ai mis un lien dans le chat où j'en parlais tout à l'heure vers un outil en fait qui permet de connaître votre impact carbone en fonction de l'outil que vous utilisez. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi un peu de jauger l'impact que vous avez vous personnellement et si vous voulez vraiment utiliser l'IA, bah, pouvoir moduler l'outil que vous utilisez et le modèle que vous utilisez pour avoir ben, le moins d'impact possible. Voilà. Il y a aussi des leviers qui permettent de réduire son impact personnel. Une autre limite dont on entend peu parler, donc il s'agit des travailleurs de l'ombre de l'IA, qu'on appelle aussi communément les data workers. Donc en fait, c'est toutes les personnes qui travaillent tous les jours pour en fait entraîner les modèles d'IA. Parce qu'on pourrait se dire, bah, une fois que mon modèle d'IA il est créé, c'est bon, il tourne, tout va bien. Mais en fait, on a des gens qui tous les jours en fait qui annotent des données, qui les labellisent, par exemple, et qui vont dire, ah bah sur cette photo, ici, il y a un feu, ici, il y a un lac, ici, il y a une forêt. Et tout ça, en fait, c'est pour continuer à entraîner les modèles et à limiter les risques de biais et de dérive des modèles. Et c'est lié au risque, au dernier risque que vous voyez là sur l'écran, la dégradation de la qualité donc, des IA génératives. On a eu une question tout à l'heure liée à ça. C'est que, bah, en fait, aujourd'hui, toutes les bases de données sur lesquelles s'entraînent les modèles sont des bases de données qui ont été faites sur des décennies par des humains, puis il y a des longs process de recherche. Et demain, bah, les modèles d'IA seront potentiellement entraînés avec des données qui sont sorties de modèles d'IA. Donc là, c'est un peu le principe de la photocopie. C'est ben, si moi je photocopie une photo originale, elle va être encore d'assez bonne qualité. Mais si je photocopie une photocopie, ben, je vais avoir une dégradation progressive de la qualité. Et donc potentiellement, donc si je généralise aux sorties de modèles, des biais, des erreurs, etc. Donc voilà, c'est un peu le travail des data workers, c'est de faire en sorte de toujours limiter le biais et d'optimiser tous les modèles. Euh, voilà. Et donc, ce qu'on voulait vous faire toucher du doigt ici, c'est que on compte à peu près entre 200 et 400 000 data workers dans le monde. Et donc, c'est des gens qui travaillent dans des conditions qui respectent pas toujours les droits du travail. C'est souvent dans des pays en voie de développement. Donc, si vous voulez quelques références, il y a un documentaire de Henri Poulain qui s'appelle Les sacrifiés de l'IA, qui revient sur un peu tous ces travailleurs de l'ombre de l'IA. Et notamment, on a un témoignage d'une réfugiée de guerre d'Ukraine qui est interviewée, en fait, qui est data worker, et donc qui est soumise à un accord de confidentialité. Donc, on lui demande, en fait, pour qui elle travaille et combien elle gagne. Et donc, elle n'a pas le droit de répondre, de dévoiler qui est son employeur et combien elle est payée. Mais par contre, à côté de ça, elle explique qu'elle est obligée de cumuler deux travails pour vivre décemment et élever ses enfants. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ces gens qui sont un peu derrière tous les modèles qu'on utilise et donc qui travaillent pas forcément dans de bonnes conditions. Une autre limite des outils qu'on utilise, c'est les biais et la discrimination. On en a un peu touché du doigt tout à l'heure.
où en fait, ben, déjà en fonction du modèle que vous utilisez, si vous utilisez un modèle américain, c'est un modèle qui va être plus spécifiquement entraîné sur des corpus de texte américains. Du coup, en fait, il va être biaisé dans sa réponse et vous n'obtiendrez pas forcément la même réponse que si vous utilisez un modèle européen. Et tout ça, en fait, ça va aussi être fonction bah, du contexte géopolitique du pays, euh, ben, par exemple, tout ce qui va être tourné autour de stéréotypes, d'inclusivité, etc. Où on le remarque, on peut faire quelques tests. Hein. Si on demande à un outil de générer une personne qui est à la tête de son entreprise, on va avoir en sortie quasi 9 fois sur 10 un homme d'une cinquantaine d'années. Donc voilà, c'est un peu tous les stéréotypes et les biais qu'on peut obtenir via tous ces modèles, enfin, en utilisant l'intelligence artificielle. Et il faut être aussi conscient de ça, que ben, les réponses, elles sont orientées en fonction de l'outil que vous utilisez et les corpus de données sur lesquels ils ont été entraînés. Et ça nous mène à une autre limite qui est la boîte noire, donc un peu l'opacité des modèles où on ne sait pas ben, réellement comment les modèles sont entraînés, avec quelles données et comment ils sont formatés pour vous donner des réponses. Donc, si on pose une question simple où l'objectif c'est d'avoir une réponse oui/non, ben, c'est assez facile de discerner si c'est vrai ou faux. Mais ben, si vous travaillez en recherche, ou si vous avez des jeux de données assez conséquents et que vous essayez de faire des calculs assez complexes, ben, vous avez en sortie un résultat. Et en fait, c'est ben, quelle est la véracité de ce résultat? Comment est-ce que je peux questionner ben, comment ça a été calculé? Est-ce que je peux le prendre pour argent comptant ou pas? Et donc, on va voir plus tard aussi qu'il y a des techniques de prompt qui permettent aussi d'arriver à un peu itérer pour savoir, pour rentrer un peu dans la tête de l'IA et savoir comment sont faits les calculs, par exemple. Une autre limite, donc, c'est l'accès inégal à l'IA. Donc aujourd'hui, on a un peu tous accès à l'IA, on peut tous avoir un compte gratuit. Demain, bah, si le business model de toutes ces grandes entreprises change et que, par exemple, l'IA, ben, s'ils ne proposent plus de compte gratuit et que d'un coup l'IA coûte très cher, ben, ça peut créer une fracture numérique. Donc, il y aura un peu bah, les gens qui pourront se permettre d'avoir de l'IA et ceux qui pourront plus. Donc voilà, ça c'est un sujet aussi assez sensible sur ben, est-ce que pour l'instant la stratégie de ces fournisseurs d'IA et pas de nous faire goûter un peu à l'IA, de nous faire en dépendre pour après ben, nous faire payer plus cher pour continuer à avoir accès à ces outils-là. Voilà. Sachant que, enfin, bon, je peux me dire si je me trompe, mais la plupart des entreprises tournent, enfin, qui créent des modèles d'IA sont à perte. Le chiffre d'affaires n'est pas positif pour l'instant. Et l'avant-dernière limite, c'est la réduction de la diversité créative. Donc voilà, parce qu'on a tendance peut-être à moins réfléchir, se tourner vers ben, des IA qui nous pondent directement des résultats, des propositions, et du coup, ben, on tend vers un peu une homogénéisation des réponses qui sont un peu biaisées, un peu ben, qui répondent à des standards en fait, parce que ça fonctionne sur des statistiques. Donc l'IA, elle vous répond la réponse qui est le plus probable que vous attendez. Donc voilà. Et on va voir aussi via des techniques de prompt qu'il est possible de réduire un peu cette limite-là en demandant par exemple à l'IA d'être plus créative, d'être inclusive, etc. Voilà, il y a des manières de prompter pour réduire un peu toutes ces limites. Et la dernière, qui est plus liée au modèle et au LLM dont Manon a parlé précédemment, donc, c'est les erreurs qui sont liées à des références obsolètes. Par exemple, si vous allez poser une question d'actualité, si la base de données qui a servi à entraîner le modèle d'IA, elle n'est pas assez actualisée fréquemment ou si elle ne va pas faire de recherche sur le web, vous pouvez avoir des réponses qui sont fausses, alors que ben, c'est juste que le modèle n'est pas assez actualisé. Vous pouvez avoir des erreurs mathématiques et d'arithmétique aussi. Donc, ça aussi, c'est assez documenté sur le web si vous voulez chercher. Il y a des questions de logique, de raisonnement qui sont posées aux IA et les IA ont du mal à répondre les bonnes réponses. Par exemple, nous, ce qu'on présentait en formation, c'était
on demandait à l'IA quel est le 4e mot de la phrase être ou ne pas être. Et en fait, on a vu tout à l'heure, via le phénomène de tokenisation, le modèle, il va prendre cette phrase, il va créer des tokens, et en fait, il va donner le 4e token. Et en fait, en fonction de comment la phrase est tokenisée, le 4e token, c'est pas forcément le 4e mot, donc on aura une réponse qui sera fausse. Par manque de contexte aussi, donc si nous, on pose une question sans donner assez de contexte, on peut avoir une réponse qui est fausse, enfin qui n'est pas fausse parce que pour l'outil, elle sera vraie, mais pour vous, la réponse sera fausse parce que c'est pas la réponse que vous attendez. Et, 1 minute, ça te va? Et enfin, donc voilà, on a de tout ce qui est je l'ai déjà dit, les logiques de raisonnement, etc. Donc toutes ces erreurs qui sont issues des modèles, en fait, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Donc c'est un peu le terme commun quand on parle de ces outils-là. Et donc ces erreurs elles peuvent souvent être évitées par la manière en fait dont vous allez utiliser ces outils et prompter. Et j'en ai fini pour cette partie. On peut prendre quelques questions si vous voulez. Ouais, dans cette partie-là qui va suivre, on va s'intéresser au prompting. Donc, comment on s'adresse quand on converse avec une intelligence artificielle. Déjà, qu'est-ce que le prompting? Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais prompting? Et donc, comment construire un bon prompt et améliorer ses résultats. Donc déjà, qu'est-ce qu'un prompt? Donc le prompt, c'est donc un mot anglais qui désigne une commande écrite, donc dans notre cas, qui est envoyée à une intelligence artificielle, donc spécialisée dans la génération de contenu ou non. Donc en fait, c'est l'instruction qu'on va donner à l'algorithme. Donc quand on utilise par exemple le chat de Mistral, c'est vraiment ce qu'on va écrire dans la barre en bas avant d'appuyer sur Entrée pour envoyer donc notre prompt. Donc là, ici, on va vous exposer une méthodologie pour bien prompter quelque chose d'assez structuré. Et donc la méthodologie qu'on va vous proposer, elle s'applique à tous les outils que vous pourrez utiliser. Donc tous les LLM, que ce soit ChatGPT, le chat ou par exemple l'IA Gemini de Google, ça marchera de la même manière avec tous ces outils. Donc déjà, ce qu'on observe dans l'art de construire un bon prompt, c'est que si on pose une question basique, on aura tendance à avoir une réponse basique. Donc ça, c'est le principe un peu de ce qu'on appelle du garbage in, garbage out. Donc si on fournit peu de contexte, peu d'informations dans notre question, il est peu probable qu'on ait une réponse assez précise et qui puisse répondre vraiment à notre besoin. Donc là, l'idée, c'est de vous inciter à aller plus dans une dynamique de value in, value out. Donc, c'est-à-dire, en fait, donner du contexte à l'IA, lui donner toutes les indications nécessaires pour qu'elle puisse vraiment effectuer la tâche que vous lui avez demandée. Et du coup, apporter des informations qualitatives en entrée pour obtenir des informations qualitatives en sortie. Et donc, en résumé, ce qu'on vous propose, pour bien structurer votre prompt, c'est de le diviser en 5 sous-parties. Donc, l'idée, c'est de donner un rôle à l'IA. Donc là, on va vraiment lui donner un rôle, une fonction, où, du coup, entre guillemets, l'IA va pouvoir se mettre à la place de ce rôle dont on lui a donné, et du coup, s'ancrer dans un corpus spécifique. Donc, par exemple, on peut lui dire en tant qu'ingénieur agronome, en tant que botaniste. Et du coup, on sait déjà que l'IA va vous répondre euh, en se mettant dans la peau d'eux. Donc ça, c'est très important et ça, vraiment, ça pose les bases aussi, ça oriente la réponse de l'IA. Deuxièmement, et ce qui est important, c'est de donner du contexte, ce qui est spécifique à votre demande. On va voir quelques exemples un peu plus loin. Ensuite, de spécifier votre demande. Là, votre demande, elle peut être assez claire, assez concise. Il n'y a pas besoin de plus parce que, en fait, vous avez donné un rôle à l'IA, vous lui avez fourni un contexte. Et du coup, dans cette position-là, la demande, elle peut vraiment être assez synthétique. L'avant-dernier point, c'est de l'inciter à une méthodologie de réflexion. Par exemple, si vous savez que
vous êtes en train de rédiger un rapport qui a un format prédéfini, vous pouvez lui dire d'utiliser cette méthodologie de tel rapport pour en fait que la réponse, déjà la première réponse en sortie de l'IA corresponde le plus à ce que vous attendez. Et en dernier, en dernier recours, vous pouvez donner des exemples de résultats. Donc ça, c'est toujours pour cibler, pour que votre prompt en fait soit le plus efficace possible. Vous savez à peu près ce que vous souhaitez comme retour, et donc vous donnez des exemples de résultats dans votre prompt pour que pour que votre prompt soit plus efficace et que la réponse vous satisfasse le plus possible. Donc là, on vous a mis on a mis un exemple où on est parti sur l'idée de rédiger une fiche de poste pour un chargé de projet européen en recherche et innovation. Donc là, on se met comme si on était à l'ACTA, au service de recrutement. Et donc, on a un premier exemple ici qui est basé sur du garbage in, garbage out, où je suis chargée du recrutement à l'ACTA. Je vais prompter rédiger une fiche de poste pour un chargé de projet européen de recherche et d'innovation. Donc, dans ce prompt-là, on n'a pas de rôle, pas de contexte. Donc, on ne sait pas qu'on est dans une entreprise qui fait de l'agronomie. On ne sait pas qui rédige cette fiche de poste. On a une demande qui est finalement peu détaillée, pas de méthodologie et pas d'exemple. Donc, en fait, on peut s'attendre à peu près tout comme résultat et quelque chose en fait de très généraliste. Après, ça peut être une première base de travail d'avoir quelque chose de très généraliste que vous pouvez retravailler par la suite. Mais ici, l'idée, c'est de faire, si vous êtes dans une dynamique, de faire le moins de prompts possible, par exemple pour réduire votre empreinte carbone, ou si vous voulez gagner du temps et que la sortie du modèle soit le plus efficient possible dès le premier coup. Donc ce qu'on propose là comme deuxième exemple, c'est la même demande, mais avec un prompt ici qui est basé sur du coup la méthodologie du value in, value out, où on va apporter de la valeur ajoutée en entrée pour avoir quelque chose qui répond mieux à nos besoins. Et donc là, on reprend la structure que je vous ai exposée tout à l'heure, où on propose un rôle, où ici, donc on explique, on écrit en tant que responsable des ressources humaines et expert de la rédaction des fiches de poste. Donc là, on ancre l'IA dans un rôle, et du coup, elle va être orientée, elle va vous proposer une réponse en se basant sur un corpus de documents et de données qui sera orienté RH. Ensuite, dans le contexte, c'est là qu'on explique que donc, ce poste s'inscrit dans l'entreprise qui est l'ACTA, qui est donc l'association de coordination des instituts techniques agricoles, etc. On précise aussi que la personne qui sera recrutée, elle sera dans une direction de 5 personnes. Donc voilà comment est organisée cette direction, etc. Et on donne ensuite quelques missions que devra effectuer cette personne. Donc ça, c'est vraiment pour ancrer le contexte, pour avoir une offre de poste qui soit un peu plus personnalisée et qui corresponde un peu plus aux valeurs de l'entreprise. Donc là, la demande est assez simple. Comme je le disais, on n'a pas besoin d'en dire plus. Peux-tu rédiger une offre de poste pour ce profil? Parce que le rôle et le contexte font tout le reste. Et ensuite, dans la méthodologie, donc là, on suggère que l'offre doit être courte, impactante. On suggère aussi d'utiliser une métaphore. Donc ça, c'était vraiment pour voir comment l'IA gère un peu la méthode qu'on lui propose. Et donc, on a également proposé d'ajouter quelques émoticônes, etc. Voilà, pour pouvoir publier cette offre sur les réseaux sociaux. Et ensuite, en exemple, voilà, on a donné un exemple, mais du coup, là, l'idée de cet exemple-là, c'est de vous montrer que en sortie, quand je vais prompter de cette manière-là, par rapport au prompt très simple qu'on avait tout à l'heure, là, j'ai vraiment une offre de poste qui ne sera pas 100% parfaite, hein, qui devra être reprise, mais qui correspondra aux valeurs de l'entreprise, qui ne sera pas complètement à côté de la plaque et on aura quelque chose d'un peu plus spécifique et pas passe-partout qui pourrait correspondre à n'importe quel poste d'ingénieur projet en recherche et innovation. Donc voilà pour illustrer la méthode qu'on vous propose et la manière de prompter. Donc ça, c'est pour avoir des résultats plus efficaces, mais également avoir une méthodologie de prompt, ça va vous permettre de limiter les risques d'hallucination.
Et notamment, on a un exemple à la suite, ici sur le prompting, où donc c'est une étude qui a été publiée en février l'année dernière et qui met en évidence un peu les dangers des hallucinations des IA en médecine, où en fait, ce qui a été montré, c'est qu'en fonction de sur quel en fait, pan thématique on questionne l'IA, par exemple, est-ce que ça va être du diagnostic, est-ce que ça va être de la prédiction, etc. On a un risque d'erreur qui est plus ou moins fort, donc en fonction de ça. Par exemple, si je pose une question d'actualité à l'IA ou si je pose une question de raisonnement, j'ai un risque plus ou moins fort d'erreur. Et en plus, en fonction du modèle que j'utilise, ça peut aussi varier. Mais ce qu'on voulait vous illustrer ici, c'est qu'en fait, la manière dont vous promptez peut aussi, en fait, c'est vous-même, vous pouvez aussi induire des biais et des erreurs dans la réponse que va vous apporter l'IA. C'est l'exemple que vous avez en bas à gauche. Je ne sais pas si c'est très, très lisible, mais en fait, l'idée, c'est que on a soumis une radio, un scan en fait à l'IA. On lui a fourni en entrée un scan où on lui a dit voici un scanner de foie, qu'est-ce que tu peux diagnostiquer, est-ce qu'il y a des éléments remarquables, etc. Et en fait, en sortie, le modèle a répondu que le foie présentait je ne sais plus quelles anomalies, etc. Et en fait, il se trouve que c'était pas un scan de foie, mais c'était un scan d'un autre organe. Donc en fait, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est que vous, la manière dont vous promptez, en fait, vous allez aussi potentiellement induire des erreurs. Parce que du coup, l'IA va pas remettre en question le fait que ce scan soit un choix. En fait, vous lui donnez une vérité et lui, il s'adapte avec ben, ce que vous lui donnez en entrée. Et donc, du coup, en réponse, vous avez aussi des erreurs. Donc là, c'est bien de procéder par itération et de, par exemple, ce qui aurait pu être fait, c'est du coup d'importer de prompter juste le scan en demandant bah, quel est cet organe, comment est-ce que tu distingues que c'est tel organe, donne-moi des arguments. Et ensuite, à procéder par itération pour savoir si cet organe présente des anomalies. Mais donc là, l'utilisateur a induit un biais via sa technique via son prompt. Voilà, donc vous pouvez aussi avoir des erreurs qui sont liées à votre usage et la manière dont les informations que vous donnez. Un autre exemple qui est lié à la manière dont vous promptez et le contexte que vous mettez dans votre demande. On a fait un exemple ici, on a demandé à plusieurs outils qu'est-ce que l'ACTA? Et en fait, on a eu des réponses qui étaient variables. Donc, par exemple, ChatGPT nous a dit une fois sur deux que l'ACTA, c'était bien l'Association de coordination technique agricole, mais une autre fois, il nous a dit que c'était un accord commercial anti-contrefaçon. Mistral, lui, nous a proposé directement les deux. Il a dit que l'ACTA pouvait faire référence à deux choses, et c'est l'exemple que vous avez en haut sur la slide. Gemini aussi. Vous avez Claude et Grok qui ont simplement répondu que l'ACTA, c'était un accord commercial anti-contrefaçon, et Perplexity qui a aussi donné les deux réponses. Donc là, on voit qu'en fait, on a donné peu de contexte, donc on est un peu dans le cas de figure du garbage in, garbage out, où ben, peu de valeur ajoutée, peu de contexte dans notre demande, et donc ben, une réponse qui ne nous satisfait pas forcément parce qu'on n'a pas ancré notre question dans un contexte où on n'a pas mis l'IA dans un rôle, ou si on lui avait dit que en tant qu'ingénieur agronome, par exemple, ou je travaille dans l'agronomie, l'agriculture, qu'est-ce que l'ACTA? Là, on aurait eu une réponse plus précise et qui correspondait bah, du coup à la réponse auquel on s'attendait. Et juste pour vous montrer autre chose aussi, en fait, j'avais indiqué sur la slide précédente que ChatGPT donnait soit l'une, soit l'autre des réponses. En fait, ça, c'était fonction de la fonction memory. En fait, quand vous utilisez les outils d'intelligence artificielle conversationnelle, vous avez une fonction de mémoire que vous pouvez activer ou désactiver, et du coup qui va garder en mémoire des éléments de contexte que vous allez donner. Donc, en fait, avec notre compte pro à l'ACTA sur ChatGPT, si on lui demande qu'est-ce que l'ACTA, en fait, il a en mémoire plein de contextes liés à des questions sur l'agronomie. Donc, en fait, on n'a pas besoin de mettre plus de contexte. Il sait directement qu'on opère dans tel domaine et donc il nous donne la bonne réponse. Alors que si j'utilise ChatGPT, imaginons, je viens juste de créer un compte, donc
il n'y a aucune information qui a encore été collectée sur mon usage de l'outil. Si là, je lui demande qu'est-ce que l'ACTA, la réponse va être que l'ACTA, c'est un accord anti-contrefaçon. Et ChatGPT ne va pas vous dire que ça peut correspondre à deux choses, il va juste vous affirmer que l'ACTA, c'est ça. Et il ne va pas forcément se remettre en question. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi que votre prompt est important, le contexte que vous mettez dans le prompt est important, et si vous avez des fonctions de mémoire activées ou non dans l'outil, ça peut aussi faire la différence. Ça peut être bien parce que des fois, vous aurez besoin de moins contextualiser et vous aurez une réponse qui correspond à vos attentes. Mais à contrario, il y a des données qui peuvent être collectées, des réponses qui peuvent être biaisées. Parce que du coup, l'outil va vous donner la réponse qui est la plus probable ou celle auquel vous vous attendez, parce qu'il sait parce qu'il a beaucoup de contexte sur vous, donc il peut vous donner la réponse que vous attendez et pas forcément être assez critique. Donc voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients à avoir cette fonction de mémoire activée. Voilà, et rapidement, pour vous donner quelques éléments, là on a vu des prompts assez simples, mais il existe aussi donc des techniques, d'autres méthodologies pour prompter et améliorer ces résultats, notamment l'utilisation de chaînes de raisonnement logique, d'arbres de raisonnement et de squelettes de raisonnement. Donc l'idée là, ça va être de demander à l'outil de raisonner pas à pas. Par exemple, si vous avez une question complexe, plutôt que de poser votre question directement, vous pouvez lui proposer d'itérer, de vous proposer plusieurs solutions et un peu d'orienter la réponse et pas enfin, pas à pas et de pas demander une réponse directement qui pourrait être formatée et biaisée par l'outil. Il y a d'autres les outils peuvent être aussi utilisés pour brainstormer. Par exemple, si vous avez un séminaire à organiser, plutôt que de demander à l'outil d'organiser tout votre séminaire et de tout faire, de vous trouver des intervenants, de trouver des sujets thématiques, là, en fait, vous allez être peu créatif et vous allez potentiellement être biaisé parce que l'outil va vous sortir tout votre programme de séminaire tout prêt. Alors que vous pouvez utiliser les outils d'intelligence artificielle autrement et vous en servir pour brainstormer, pour questionner, où vous pouvez dire, je dois organiser un séminaire, quelles sont les 10 questions que je dois me poser pour organiser ce séminaire? Et donc, dans ce cas-là, l'outil va vous proposer des questions et vous pouvez vous utiliser ces questions pour vous dire, bon, ok, là, qu'est-ce que je veux, etc. Et du coup, vous allez vous-même, en fait, commencer à construire votre projet de séminaire et vous n'allez pas forcément être biaisé par l'outil. Et donc voilà, vous pouvez procéder comme ça par itération et être plus dans une dynamique proactive et donner un peu, insuffler euh, voilà, des idées comme ça et utiliser vraiment les outils pour être créatif et pas pour faire tout le travail à votre place. Donc voilà, l'essentiel à retenir sur cette partie, c'est que un prompt bien structuré, ça peut vous éviter des erreurs, des hallucinations, produire de meilleurs résultats. L'itération aussi, procéder par itération si vous avez un problème complexe à résoudre, d'y aller pas à pas. Comme ça, l'outil, en fait, il peut aussi bien garder les consignes, parce que parfois, il oublie les consignes de départ et du coup, il dérive un peu. Utiliser des chaînes de raisonnement logique pour les tâches complexes, et voilà, et dialoguer pour améliorer la pertinence des résultats. Et on peut prendre quelques questions, si vous voulez, sur cette partie de prompting.